Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans l'épicerie fine. Cette fois-ci, direction l'Artois, un territoire façonné par son passé minier, et on se retrouve ensuite pour cuisiner ensemble. Cette semaine, direction l'Artois, où nous irons à la rencontre d'un producteur de fromage de chèvre passionné, Franck Lecey. Puis nous retrouverons Monique et Jeanlin Lebrun dans leur verger et leur roseraie. Histoire d'eux sera croquant avec l'endive. Puis nous partirons à la conquête des terris et du passé minier de la région. On finira avec le guide hédoniste et bien sûr la recette de Guy Martin, une volaille fermière à la bière. Au cœur des Hauts-de-France s'étend un plateau au léger relief et au vallon verdoyant, l'Artois. Il se distingue de la grande plaine des Flandres, plus au nord, par ses quelques collines dont certaines artificielles, les terris, qui sont le résultat de l'exploitation minière passée. Balayé par les vents violents venus de la Manche et de la mer du Nord, l'Artois reste une terre agricole où l'on croise élevage, maraîchage, verger et exploitation céréalière. Dans le village de Grigny, Jeanlin Lebrun et sa femme Monique, tous deux pépiniéristes, commencent la récolte des premières pommes de la saison. Non loin de là, dans le village de Framecourt, Franck Lecey est éleveur de chèvres depuis plus de 40 ans. Ce n'est pas une pratique locale courante, mais ce passionné, natif de Lille, ne se voyait pas exercer son métier dans une autre région que la sienne. Il a donc tout simplement fait venir ses chèvres d'ailleurs. C'est la race alpine chamoisée, comme son nom l'indique, originaire des Alpes. Nous, ça fait 40 ans maintenant qu'on l'élève dans le Pas-de-Calais. On s'est très bien acclimaté aux températures, à l'humidité. Les façons sont des chèvres qui naissent ici. Les chèvres ici, elles sortent en pâture du mois d'avril jusque là, on est mi-septembre, donc j'espère encore une bonne quinzaine de jours. Elles vont manger une bonne herbe bien grasse, avec en plus un foin de luzerne. C'est toujours pareil, c'est notre terroir, c'est la valeur de l'herbe. Le chevrier sur Marseille ou en Corse aura un fromage totalement différent du nôtre avec la même fabrication parce que eux, leurs biquettes vont aller manger dans la garrigue, une herbe plus odorante peut-être. Nous, c'est vraiment une bonne herbe verte. À chacun son terroir, chacun son fromage, quoi. Nos chèvres sortent en pâture parce que elles sont comme nous, elles ont besoin de sortir, elles ont besoin de soleil. Il faut savoir que dans le soleil, il y a des vitamines qui ne nous coûtent rien. Une bête, ça doit arracher son herbe, ça doit se nourrir d'elle-même, quoi. Il ne faut pas tout leur ramener sur un plateau. Son métier d'éleveur non plus, Franck ne l'a pas reçu sur un plateau. Lui qui n'est pas fils d'éleveur, s'est découvert une passion pour cet animal il y a plus de 40 ans. Je ne suis pas d'origine agricole, moi je suis de Lille, Lambersart exactement. Mon père bossait à la Voie du Nord, ma mère était instite, donc ça n'a rien à voir avec le milieu agricole. Quand j'avais 4-5 ans, à l'époque à Lambersart il y avait encore des fermes, je voulais être fermier, sans savoir ce que ça voulait dire, mais bon. Et j'ai fait un stage de chèvre en Touraine et là, c'est là que j'ai eu le déclic. Et puis après je suis parti 5 ans comme ouvrier agricole dans une exploitation en Dordogne où on avait 200 chèvres. Et puis au bout de 5 ans, j'ai dit, comme tout jeune coq, j'ai dit ça y est, je sais tout sur la chèvre et le fromage. Et puis les biquettes, il y avait quelque chose qui était passé entre elle et moi. Donc je suis remonté dans le Pas-de-Calais avec 20 chevrettes. Un petit jeune qui démarre, quoi, donc avec juste vraiment une 2 chevaux, une faux, et puis je fauchais les bas-côtés des routes pour alimenter mes chèvres. Et puis non, je regrette pas. C'est vrai que je me vois pas travailler derrière un ordi à un bureau, ça non. Non, moi c'est la nature, et tout ce qui est vivant, que ce soit les bêtes ici, que ce soit en fromagerie, parce qu'on travaille au lait cru aussi. Le lait, il ne faut pas croire, quand on le regarde au microscope, il y a plein de bestioles à l'intérieur, ça bouge, c'est vivant. Tôt ce matin, c'est justement l'heure de la traite pour les 160 brebis du troupeau de Franck. Un moment privilégié pour l'éleveur et surtout le commencement concret de la fabrication de ses fromages. Tout le lait qui est produit ici est transformé. L'an dernier, on a transformé 130 000 litres de lait. On vend très peu de lait au détail. C'est vrai que les gens qui en achètent, c'est plus par curiosité. C'est pas encore rentré dans les mœurs, ça, de boire du lait de chèvre. Alors que c'est un lait
qui est très... Enfin, il est beaucoup moins gras que le lait de vache, il est recommandé par les médecins contre le cholestérol. Moi, j'en bois 1 litre tous les jours. Et après, bon, c'est des bêtes qui sont un petit peu capricieuses, d'où leur nom caprin, qui retiennent du lait. Elles attendent qu'on les masse un petit peu pour finir de leur donner le lait, quoi. À Grigny, en cette belle matinée d'automne, Jeanlin et Monique Lebrun sont dans leur verger conservatoire de pommiers pour récolter les premiers fruits de la saison. Pépiniéristes de métier, la cueillette des pommes n'est qu'une activité ponctuelle et saisonnière pour eux. Elle est bien colorée. Ouais. Oh, il est beau l'arbre. Ouais, magnifique. Bon, t'as qu'à attaquer là. Et puis là, je vais attaquer par ici, moi. Alors là, on est en train de cueillir la variété Belle de Boskoop. La variété de Belle de Boskoop est une rainette qui se cueille en septembre. Alors c'est une pomme qui fait partie de la grande famille des rainettes. Et la famille des rainettes, c'est à peu près 50 variétés de pommes, plus ou moins grises, plus ou moins rouges, et de bonne conservation. Donc là, c'est la rainette Belle de Boskoop. Mais il y a aussi la rainette de France, la rainette des Capucins que nous allons voir après, la rainette blanche, la rainette grise, la rainette dorée. Donc cette grande famille des rainettes, rainette ça veut dire la reine des pommes en fait, la meilleure des pommes. Toutes ces variétés et tant d'autres encore, Jeanlin les cultive dans ce verger conservatoire qu'il a constitué au fil du temps en sauvant des espèces vouées à disparaître. Cette plantation regroupant plus de 60 sortes de pommiers est en fait une gigantesque base de données dont Jeanlin se sert pour greffer et reproduire ces variétés anciennes. En fait, là, au mois d'octobre, je récolte, mais je vois déjà dans l'arbre des futures pousses. Là, une très belle pousse ici, toute jeune, qui pourra me servir dès le printemps prochain à faire un greffage. Avec cette nouvelle pousse, je pourrais faire 1, 2, 3, 4 nouveaux arbres dès le printemps. Donc je cueillerai au mois de décembre ou au mois de janvier cette pousse qui ne portera plus de feuilles. Et puis au mois de mars, je pourrai le greffer sur un porte-greffe. Donc là, c'est une vraie restitution à long terme de ce patrimoine génétique qui va continuer à vivre également dans les jardins des particuliers. Tandis que la phase de greffage des pommiers ne commencera qu'au printemps, Jeanlin termine en ce moment la reproduction d'une autre variété de plantes, les rosiers. Passionné par cette fleur depuis toujours, il achève un travail long de 2 mois au cours desquels il a greffé plus de 5000 rosiers. Chaque été, nous multiplions dans nos parcelles toute notre collection de rosiers et de fruitiers. Le greffage des arbres fruitiers et des rosiers permet d'obtenir à l'identique des plantes identiques à un pied mère. Donc c'est du clonage. Alors le greffage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la multiplication végétative. Au lieu de bouturer, au lieu de prendre une tige d'une plante et de la mettre dans la terre, eh bien, nous allons prélever une tige de la plante et nous allons la glisser, ou glisser une partie de cette tige dans un autre individu qui s'appelle le porte-greffe. C'est la partie racinaire, c'est la partie qui permet d'adapter la plante au terrain. Avec une précision chirurgicale, Jeanlin prélève les bourgeons naissants des rosiers et les glisse délicatement sous l'écorce des porte-greffes. Au printemps, de nouvelles branches identiques au pied mère devraient ainsi voir le jour. Cette technique de greffage par écuissonnage des rosiers a pour objectif de les multiplier en plus ou moins grosse quantité. Alors bien sûr, ça a un rôle pour la vente des rosiers, mais c'est aussi un rôle important, par exemple, pour les variétés anciennes de rosiers. Toutes ces vieilles variétés présentes au Moyen-Âge, ou bien au XVIIIe, XIXe siècle, eh bien aujourd'hui, elles sont encore présentes grâce au greffage. Et c'est très important d'étudier les rosiers qui ont été multipliés depuis le Moyen-Âge parce qu'ils parlent de l'histoire des hommes et de toutes les variétés qui ont existé, de toutes les modes également qu'il y a eu dans les parfums, dans les couleurs, dans les comportements, dans les jardins. Tandis que Jeanlin poursuit son minutieux travail, sans plus attendre, Franck doit démarrer immédiatement les différentes étapes de la transformation. Emprésurer le lait, mouler les futurs fromages, démouler ceux de la veille, les recouvrir de cendres ou encore retourner les vieilles tomes. Le travail ne manque pas pour l'éleveur qui doit faire preuve d'une grande polyvalence. Toute notre production de fromage c'est un fromage au lait cru
non pasteurisé, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas chauffer le lait à 90 degrés. Hein, on garde vraiment les microbes du fromage. Après, il va se développer la flore vraiment typique du fromage sans avoir fait bouillir le lait et avoir rajouté des ferments. La grande différence entre fromage au lait cru et fromage lait pasteurisé, au lait pasteurisé, tu vas tuer toute ta flore microbienne en chauffant ton lait, hein, tandis que là, c'est vraiment le terroir, c'est les bactéries du terroir qu'on garde dans notre fromage qui lui donnent sa spécificité. C'est des journées de 5h30, 20h30, tous les jours, dimanche et fête, mais c'est un boulot super, quoi. C'est 3 boulots. T'es éleveur, t'es fromager, t'es commerçant, et puis tu suis d'un bout à l'autre ton produit. De la naissance de ta chevrette, tu la mets au bouc, elle produit du lait, tu fais son fromage, tu vends son fromage, et après tu as les retombées clientèle, c'est vraiment extra, quoi. Un travail extra qui a passionné Franck durant toute sa vie. Malheureusement, le temps de la retraite est venu pour lui et l'avenir de son exploitation semble aujourd'hui assez incertain. Ça fait 40 ans que je suis avec mes chèvres. Hein, c'est vrai que l'heure de la retraite a sonné depuis 1 an, donc je suis en retard un petit peu, désolé. Ce qu'il y a, c'est que nous, ici, la chevrillette, on ne voudrait pas que ça s'arrête, donc c'est pour ça qu'on cherche un repreneur pour lui passer lentement le flambeau, parce que moi, je ne veux pas arrêter du jour au lendemain. Sans mes biquettes, non, je ne suis rien sans mes biquettes. Hein. Donc, lui passer lentement le flambeau, lui apprendre ce qu'on sait. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir encore, même après, je ne dirais pas dans 30 ans, parce que malheureusement, je ne serai peut-être plus là, mais dans 10 ans, dans 15 ans, ou même passer assez régulièrement, acheter du fromage, bien sûr, et puis voir un peu l'évolution de la chevrillette, mais moi, je ne veux pas arrêter comme ça, puis je ne veux surtout pas qu'ici, ça s'arrête, quoi. C'est surtout ça. De son côté, Jeanlin pense lui aussi à l'avenir et vient observer minutieusement sa parcelle de rosiers hybrides, c'est-à-dire des variétés qu'il a lui-même engendrées. Alors là, nous sommes dans un champ d'essai, c'est-à-dire un champ où je cultive des rosiers que j'ai créés. Et je suis en train de faire des photos pour alimenter ma base de données de photos. Des rosiers que j'ai créés qui ne sont pas encore commercialisés et pour lesquels je crée des fiches techniques où j'écris la couleur, la forme, le feuillage, la durée de floraison, le parfum. Contrairement au greffage qui est une technique de multiplication végétative à l'identique d'un rosier, la création, c'est faire appel à une variété père, à une variété mère, de les accoupler et de créer des nouvelles variétés, c'est-à-dire obtenir des fruits, des graines, semer les graines et voir comment seront les enfants du papa et de la maman. Dans l'hybridation et l'accouplement des rosiers, je pense que le hasard est un ami intime. Même si des fois on dit on provoque un peu les choses, on laisse le hasard aussi nous mener vers l'inconnu. La passion de la création, donner naissance à quelque chose de nouveau, quelque chose qui naît dans notre environnement, qui reste personnel, intime pendant quelques années avant de le montrer. Sans vouloir être trop scientifique, c'est essayer de décortiquer le plus profondément possible les règles des relations entre les végétaux. Et puis bien sûr, c'est évaluer le plaisir qu'ils savent nous donner. Et tout cela, chacun peut le vivre à son niveau, en créant, en fabriquant avec la nature. Créer avec la nature, s'intégrer en son sein ou transformer ce qu'elle nous offre, c'est ce que font chaque jour, à leur niveau, Jeanlin, Monique et Franck. En innovant quotidiennement autour des fromages ou des fleurs, ils offrent ainsi à ces terres venteuses du Nord une merveilleuse possibilité de se réinventer. Dans Histoire de, l'endive se dévoile dans toute sa blancheur. En Belgique, on l'appelle chicon ou chicorée wietlof qui signifie feuille blanche en flamand. Ni légumes racines ni légumes feuilles, cette plante fuselée aux feuilles nacrées n'existe pas à l'état sauvage. La légende raconte qu'un paysan belge, au milieu du 19e siècle, laissa des plants de chicorée sauvage dans sa cave. Lorsqu'il les retrouva, ils avaient germé et l'endive était née.
Sa production dans le Nord-Pas-de-Calais débute dans les années 1920 et s'étend en Picardie à l'entre-deux-guerres. Depuis, d'autres variétés issues de croisements ont vu le jour. Dans les années 70, la culture hors sol se répand, mais les puristes ne jurent que par l'endive de pleine terre. De mai à novembre, les racines sont cultivées en plein champ, puis récoltées, replantées en chambre froide et placées dans l'obscurité et l'humidité pour le forçage qui fera enfin apparaître l'endive. Dans le nord, elle se déguste en salade, braisée en gratin ou roulée dans du jambon nappé de fromage et de béchamel, servie avec une sauce ou du fromage. Ces feuilles se prêtent aussi à un apéritif sain et croquant. Notre environnement raconte aussi notre patrimoine historique. Dans l'écologie en action, les déchets miniers se révèlent aujourd'hui comme de formidables réserves de biodiversité. Dans l'Artois, à Los Angoel comme ailleurs, le plat pays est parsemé de collines noirâtres formées par l'accumulation des déchets de l'exploitation passée du charbon, les terris. Symbole de cette industrie charbonnière, ces zones stériles au départ sont paradoxalement devenues des écosystèmes riches en faune et en flore qu'il convient de protéger. Chaque jour, Bruno de Rolez vient justement y effectuer des recensements de plantes et d'insectes. Ah, là, je viens d'avoir un criquet. Donc ça, c'est l'Oedipode turquoise. Alors c'est un criquet qui est typique des milieux ouverts, chauds et secs. Donc on en retrouvera beaucoup sur les terris, également sur les voies ferrées et sur le littoral. Alors ce qui est marrant avec ce criquet, c'est qu'il va prendre la couleur du milieu où il vit. Donc sur le terri, il sera couleur terri. Donc si je compare à une roche du terri, on voit qu'il a vraiment la même couleur que la roche du terri. Et ce qui est marrant chez lui, c'est qu'en fait, il a de très jolies ailes bleu turquoise. Alors on ne dirait pas comme ça, il paraît très sombre, très terne. Et pourtant, quand on ouvre l'aile, on découvre une magnifique aile bleu turquoise. Alors d'où son nom d'Oedipode turquoise. Le terri, c'est un milieu qui est vraiment un milieu très chaud, très sec, donc ça plaît beaucoup aux insectes, notamment aux orthoptères, aux criquets. Donc moi, dans le cadre de mon travail, je suis amené à tous les jours prospecter les terris pour y recenser la faune et la flore. Alors en ce moment, c'est la période idéale pour les orthoptères, donc je fais tous les inventaires sur les criquets, les sauterelles, les grillons, également les coccinelles. Et le but, c'est d'essayer de concilier la protection de la biodiversité et l'accueil du public. Donc on répertorie les zones les plus sensibles, on aura des espèces protégées, des espèces très rares, pour éviter justement que le grand public y passe. Outre les insectes, les terris recèlent aujourd'hui de nombreuses espèces de plantes dont certaines sont arrivées là mystérieusement. Sur les terris, on trouve vraiment une flore remarquable. Alors, par exemple, cette plante qu'on trouve ici, avec ses petites feuilles rondes. Donc ça, c'est l'oseille ronde. Alors naturellement, cette plante, si on veut la trouver ailleurs en France, il faut aller dans les montagnes. C'est une plante qui pousse typiquement dans les montagnes, elle pousse que sur les pentes. Et d'ailleurs, ici, on est vraiment sur la pente du terri, donc sur le cône du terri, et elle ne pousse que sur les pentes. Alors cette plante, forcément, les terris n'étaient pas présents depuis très longtemps dans la région, donc la plante a dû arriver par elle-même sur le terri. Il y a beaucoup de mystères comme ça, beaucoup d'espèces qui sont arrivées, on ne sait pas trop comment, et je pense qu'on ne le saura jamais, mais ça fait aussi partie du côté un peu original des terris. Il y a quelques explications. La plus séduisante, ce serait de dire que ce seraient les mineurs qui l'auraient rapporté de façon involontaire. En fait, pour pas que les galeries s'effondrent dans le sous-sol, les mineurs faisaient des étayages en bois. Et souvent, le bois utilisé, c'était du bois de pin. C'était un bois qui parlait, donc ça veut dire qu'il faisait un bruit de craquement avant de casser. Donc les mineurs savaient quand il y avait ce bruit qu'il fallait remplacer rapidement les étayages pour pas que ça s'effondre. Le pin, ça pousse dans les montagnes. Donc on imagine qu'en rapportant le pin de ces montagnes, on a rapporté involontairement les graines de la plante avec. Les graines sont arrivées sur le terri, elles ont trouvé le milieu qui leur correspondait bien, un milieu pentu, minéral, et la plante a réussi à se développer sur les terris. Devenus ainsi de véritables sanctuaires de biodiversité, les terris attirent également un public nouveau. Rémi Chimot, guide nature, reçoit aujourd'hui des étudiants pour leur faire découvrir le site. Et impossible pour lui de parler de nature sans aborder l'histoire des mines. On va avoir tout un ensemble de bâtiments autour de ce puits. Donc le chevalet, ici un bâtiment avec une lampisterie, des bureaux d'ingénieurs tout autour du chevalet. L'amoncellement de toutes ces roches, évidemment, va constituer les terris qu'on voit encore aujourd'hui, qui vont avoir différentes formes, différentes tailles. On est au niveau du site 1119 et ses terris. C'est un site qui a démarré vers 1900 ici avec le chevalet, le puits du 11. Et ensuite, en 1960, il y a une phase de modernisation qui a été opérée par l'État, qui a nationalisé les mines, pour pouvoir moderniser, remonter l'économie du pays,
remonter un maximum de charbon, être plus efficace. Ce qui fait que ici, comme on a concentré l'exploitation au niveau du puits 19, qui regroupait finalement l'exploitation d'une dizaine de puits, on a des terris qui sont vraiment énormes et très volumineux. C'est un côté très artificiel puisque ce sont des buttes créées par l'homme, des buttes de roches qui ont été peu à peu colonisées par des végétaux divers et variés qui ont créé des nouveaux milieux et un écosystème très particulier, donc très riche également, qui est très dynamique, ce qui en fait aussi sa richesse. En plus, c'est un déchet de l'industrie. C'est ce qu'on appelait, c'était la décharge à la base, les terris. Donc là, on part même encore de très loin, qui sont aussi du patrimoine historique forcément, puisque c'est la force, la sueur des mineurs qui a permis d'ériger à la base ces buttes artificielles qu'aujourd'hui on valorise dans ces deux sens-là, en tant que patrimoine historique et naturel. S'attacher à l'histoire, la raconter et surtout la transmettre aux jeunes générations afin qu'elles n'oublient pas que derrière ces buttes noirâtres se cache l'histoire des familles des mineurs du nord de la France et désormais aussi une faune et une flore particulièrement riches. Poursuivons la découverte de l'Artois avec 4 adresses incontournables. À Arras, la citadelle du même nom, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'un des 12 sites construits par Vauban. Témoignage d'un patrimoine étendu sur 3 siècles d'histoire militaire, elle participe aujourd'hui activement à la vie culturelle de la cité et accueille par exemple tous les ans le Main Square Festival. Béthune a elle aussi sa grande place, à l'image de nombreuses villes du Nord et de Belgique. Partiellement détruite pendant la Première Guerre mondiale et reconstruite dans le style Art déco, elle doit sa singularité architecturale à ce mélange avec le style régionaliste. Son beffroi, rescapé de la guerre, trône au milieu de la place. Dans la petite commune de Saillé-en-Ostrevent se cache un lieu insolite chargé de mystères, les 7 bonnettes. Perchées sur un tumulus, se dressent 5 pierres dont l'origine inconnue suscite nombre de légendes. Formant un cromlech, elles étaient à l'origine 7 lieux de culte, châtiments divins, les hypothèses vont bon train. À Haillicourt se trouvent les terris du pays à part. Ces 2 pyramides, culminant à 180 mètres, disposent aujourd'hui de marches qu'il suffit de gravir pour profiter du panorama sur l'Artois et le bassin minier. Elles ont également au fil des années développé une biodiversité remarquable. Et maintenant, direction les cuisines du chef Guy Martin pour une recette aux saveurs de l'Artois. Aujourd'hui, je vais vous préparer une volaille fermière à la bière. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra une volaille fermière de 1,5 kg, 120 g de poitrine fumée, 1 litre de bière blonde, 2 gousses d'ail, un oignon, 12 champignons de Paris, 2 échalotes, 2 carottes moyennes, 80 g de farine, 3 branches de thym, 2 feuilles de laurier, 8 baies de genièvre, 5 brins de persil plat, 50 centilitres de crème fraîche, 60 g de beurre, 16 pommes de terre charlotte, huile d'olive, fleur de sel, poivre du moulin. Désosser la volaille et la couper en 8 morceaux, salée et poivrée. Fariner les morceaux de volaille et les tapoter pour enlever l'excédent de farine. Équeuter les champignons, les laver et les couper en quartiers. Éplucher les échalotes et les émincer finement. Éplucher l'oignon et le ciseler. Éplucher les carottes, les couper en 2 dans le sens de la longueur et les tailler en biais. Éplucher les gousses d'ail, les couper en 2 et les dégermer. Couper la poitrine fumée en petits lardons. Laver le persil plat, l'équeuter et le hacher. Faire blanchir les lardons, les mettre dans une casserole avec de l'eau froide. À première ébullition, les retirer du feu, les égoutter et les rincer. Cette cuisson s'appelle la cuisson à l'anglaise. Elle va permettre d'atténuer le goût un petit peu trop fort du fumé des lardons. Dans une casserole, mettre les pommes de terre avec de l'eau froide, de la fleur de sel, cuire pendant 15 minutes. Quand les pommes de terre sont cuites, les éplucher. Dans une cocotte, mettre l'huile d'olive et 50 g de beurre. Faire revenir les morceaux de volaille en leur donnant une belle coloration sur toutes les faces, puis les retirer et dégraisser la cocotte. Remettre la cocotte sur le feu en rajoutant une noisette de beurre, environ 10 g. Faire revenir les échalotes et l'oignon tout en remuant. Ajouter les lardons, les 2 gousses d'ail, remuer à nouveau. Mettre ensuite les carottes, les champignons, les baies de genièvre, le thym, le laurier et bien mélanger.
Assaisonner et laisser cuire 3 minutes. Ajoutez ensuite la volaille et recouvrir avec la pierre blonde. Porter à ébullition, couvrir et laisser cuire à petit frémissement 20 minutes. En fin de cuisson, débarrassez la volaille ainsi que la garniture. Laissez réduire le bouillon à bonne consistance et ajoutez la crème fraîche. Rectifiez l'assaisonnement, puis remettre la volaille et la garniture et laisser dans la cocotte quelques minutes à feu doux. Pour le dressage, dans une assiette creuse, déposez un morceau de blanc et un morceau de cuisse de volaille. Ajoutez la garniture, nappez de sauce, parsemez de persil plat haché, disposez les pommes de terre tout autour, décorez et servir bien chaud. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.